Bonjour à tous, je vais vous lire le chapitre 8 Corvadoro d'Angèle l'Indien blanc de François Place. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci. Alors, commençons. Chapitre 8 Corvadoro. Les anciens et les plumes grises vivaient donc à l'écart du reste des familles. Celles-ci logeaient à plusieurs dans de longues maisons. Filles et garçons grandissaient ensemble, jusqu'à la première plume grise indiquant pour ces derniers le début de la séparation et l'obligation de rejoindre leur père. Les filles restaient dans les familles, elles subissaient de nombreux interdits qui les rendaient moins libres de leurs allées et venues. Elles avaient aussi leur maison, où elles ne se rendaient que pour certaines périodes qui leur sont particulières. Un garçon n'avait pas le droit de faire la cour à une fille avant d'avoir gagné sa première plume blanche. J'appris qu'il y avait plus loin d'autres villages et d'autres tribus, ce qui veut dire aussi du commerce et des rivalités, des guerres, des alliances, des réconciliations. Tout cela était du ressort des anciens, de tribu à tribu. Les anciens étaient les seuls à savoir parler avec deux voix. À ma grande surprise, Corvadoro vint me trouver un jour à la maison des plumes grises. Je profitais d'un rayon de soleil si rare dans cette contrée pour aider mes nouveaux compagnons à racler la coque des pirogues. Ils en prenaient un soin jaloux, et c'était même leur principal sujet de conversation. Elles n'avaient aucun rapport avec celles que montaient les guerriers adultes. D'abord, elles avaient un balancier et elles portaient une voile. Ensuite, elles étaient plus fines, plus élancées, plus légères et sans doute plus instables. J'avais eu l'occasion de constater leur agilité à se faufiler entre les vagues lorsque le Neptune, s'essoufflait, à tenter d'en rattraper une. Les plumes grises affirmaient que ces petites merveilles taillées pour la course étaient vivantes, que chacune avait son âme et son caractère propre. Ils les appelaient Frava. La meilleure traduction qui me viendrait en tête pour tenir compte de toutes les qualités qu'il leur prêtait serait cavale. Alors oui, j'avais hâte d'avoir enfin l'occasion de chevaucher une de ces cavales, faire voguer une frava. Gratter les coques, c'était un peu ma spécialité. Ils utilisaient pour ça un racloir en peau de requin tout à fait efficace. Je travaillais le plus souvent avec Luck. Comme Tilal, ils portaient 5 plumes aux cheveux. C'était leur seule ressemblance. Excusez-moi. Luck était attentif et patient dans ses explications, et c'était de loin le plus curieux parmi tous ses frères. À force de gestes, d'imitations, de mots répétés, lui et moi progressions d'un même pas, au point qu'il me servait plus ou moins d'interprète auprès des autres plumes grises. Pour le remercier, je m'appliquais à poncer sa pirogue comme si c'était la mienne. Je laissais le bois aussi lisse que la peau d'un bébé, passant et repassant la paume de ma main pour y détecter la moindre aspérité. On s'encourageait mutuellement, juste un petit coup d'œil pour se dire de temps en temps la satisfaction du travail qui avance. Soudain, les plumes grises reniflèrent à petits coups brefs, humant l'air pour annoncer l'arrivée d'un intrus. Je me redressai à mon tour, c'était Corvadoro. Il avança entre les pirogues et il me prit familièrement par le bras. « Venez, j'ai à vous parler. » Il m'entraîna un peu plus loin. « Il est grand temps, mon cher Angèle, de mettre en commun ce que nous, vous et moi, avons appris de ces sauvages. Sinon, j'ai bien peur que nous ne soyons condamnés à manger leurs poissons fumés jusqu'à la fin de nos jours. Il y a des huîtres aussi, et des bœufs, et des œufs. Vous m'avez très bien compris. » Il ouvrit son carnet, agacé d'avoir été interrompu. « Évidemment, vous ne savez pas lire. Voyons au moins si vous avez quelques petites notions d'espace. » Il cassa une brindille sur un buisson et, tenant son carnet ouvert de la main gauche pour en suivre les indications, il traça dans le sable une ligne brisée. Voilà la coque. J'acquiesçai d'un vague hochement de tête. Il dessina la demi-lune du village, puis le piton. Nous sommes ici. Un peu au-dessus, il disposa le chapelet d'îles et d'îlots que nous pouvions deviner dans la brume vaporeuse qui s'étirait sur les eaux. Il dessina aussi le détroit qui commandait cette baie et le prolongea par une autre baie beaucoup plus vaste, avec un trait moins décidé. Ici, la porte de pierre est le début de la mer intérieure.
Ici, la baie des Baleines, c'est le mouillage du Neptune. Ici, le détroit qui nous en sépare, j'ai pu consulter discrètement ma boussole pendant notre petit périple en pirogue. Le détroit est à peu près orienté nord-ouest-sud-est. Je dirais qu'il a fallu une vingtaine d'heures pour le traverser, avec de bons rameurs. Ajoutons le trajet depuis la baie des Baleines jusqu'à son ouverture. Puis le trajet jusqu'ici depuis sa sortie, on aboutit à un voyage de moins de 48 heures. Cela va faire 8 semaines que nous sommes retenus en otage. Je n'imagine pas que le commandant Louis-Antoine de Carteris soit resté les bras croisés sans rien faire. Il a des canons, un bon équipage, assez de poudre pour faire sauter tout un village si l'envie le chatouille. Et vous savez que sa patience touche vite à ses limites. Il devrait être là. Quelque chose l'en a empêché. Il se redressa en poussant un soupir. Je n'ai encore jamais vu un endroit pareil. On dirait un pays fantôme. Il ne sort du brouillard que pour de brèves éclaircies comme celle de ce matin. Son regard balaya la rive d'en face, couverte de cette vaste toison de forêt pluvieuse, coupée çà et là par des fumées d'un autre village. Il se tourna brusquement. Vous n'avez pas eu vent d'un mouvement parmi d'autres tribus, d'une expédition, d'une attaque? Non, rien. Vous me l'auriez dit? Oui. Bien sûr, vous me l'auriez dit, continua-t-il pour lui-même. 8 semaines n'est pas un signe. De Carteris n'est pas du genre à renoncer. C'est à nous d'agir maintenant. Je ne vois pas d'autre moyen de repartir qu'en empruntant une de ces pirogues à voile. Savez-vous les faire naviguer? Je le fixai un moment, hésitant à lui répondre. Voulais-je vraiment partir? Il se rapprocha jusque sous mon nez pour attendre ma réponse. Comprenez-vous ce que je vous dis? Je comprends parfaitement. Non, je ne sais pas naviguer sur ces pirogues. Eh bien, dans ce cas, prenez le temps d'apprendre. Vous êtes matelot, ça ne doit pas être trop dur, dit-il en jetant au loin sa baguette. Il continua pour lui-même. Ils ont dû se perdre, soit en retournant au Neptune, soit en essayant de nous rejoindre en emmenant aussi la deuxième chaloupe pour venir en nombre. Il n'y a pas assez de vent pour manœuvrer le vaisseau et trop de courant imprévisible. Les sourcils relevés et le front finement plissé, il avait l'air un peu perdu, mais pas découragé. Je n'arrivais pas à détester complètement ce Corvadoro. Je toussais pour attirer son attention, risquant une hypothèse. Le brouillard est plus épais là-bas. La côte est découpée, semée de cailloux. Il y a de quoi éventrer 10 fois la coque d'un vaisseau comme le Neptune. Ils doivent encore attendre qu'il se lève. C'est ce que je ferai à la place du commandant. Ce genre de brouillard? Oui, peut-être. Ça porte un autre nom ici, difficilement traduisible. Les anciens le nomment lait de la nuit, si j'ai bien compris. Ces vieux sorciers et ces vieilles sorcières parlent entre eux à demi endormis. Leurs propos se croisent dans un cafouillis indescriptible. Ils fuient la clarté au propre comme au figuré. Je n'arrive pas à démêler ce qui appartient à leurs rêves ou à la réalité. Ils ont des sursauts, des cris d'animaux poursuivant une chasse imaginaire. Si on les écoute trop longtemps, on finit par douter soi-même. On plonge dans un monde d'illusions et de confusion. Théiaque est encore celui qui reste le plus éveillé. Théiaque, le vieux borgne. Lui ne participe pas à ces endormissements collectifs. Il semble avoir une fonction particulière. C'est lui qui les ramène progressivement au réveil. Son nom veut dire le gardien, l'homme du seuil, ou de la porte. Je ne sais pas, ça tourne autour de cette notion, en tout cas l'idée de seuil. Le dehors, le dedans, j'ai dessiné devant lui un trait vertical et une silhouette d'homme, bras écartés en plein milieu, traversé par la frontière. Il a approuvé, en tout cas c'est le seul à faire des efforts avec moi. C'est peut-être dans cette attribution, il pourrait me laisser tourner en rond avec mes interrogations, mais il essaie vraiment de me parler. Il commente mes dessins, ça l'intéresse, je me débrouille pas trop mal. J'arrive à représenter beaucoup de choses. Je sais qu'il a reconnu tout de suite la grande pirogue, le Neptune, mais pour des choses plus abstraites, des idées ou des sentiments, les mots ne se recouvrent pas tous. Je ne suis pas toujours sûre que nous parlons bien du même objet. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de deviner les gestes qu'il fait pour expliquer, distinguer les sons des mots, prononcer avec lui, mais ça reste encore beaucoup trop vague. Surtout,
qu'il a cette voix dédoublée qui rend difficile les interprétations. Ainsi j'avance dans la nuit sur des sables mouvants. On se trompe souvent, il nous arrive d'en rire. Vous comprenez quelque chose, vous? Un peu. Je connais les noms des plumes grises. Ala, Clati, Cerf, Carf, Luck. Je ne vais pas tous les dire. J'ai appris des mots, moi aussi. Spar, la pirogue, Aram, Frava, la pirogue à voile. Et puis, il y a tout ce que j'ai pu voir dans le village. Mais vous en savez autant que moi là-dessus. Ils s'appellent les Woanoa, et qui veut dire le peuple des deux voix. Oui, plutôt les délais de bouche, ce sourire cruel sous la lèvre inférieure qu'ils se font eux-mêmes et qui les défigure. Je m'y habitue. Grand bien vous fasse. Pour moi, ça reste un mystère. Je finirai par trouver le fin mot de cette histoire, de cette coutume barbare. Au moins, ils ne nous mangeront pas. Ils ont beau avoir deux bouches, ils ne sont pas cannibales. Il me saisit à nouveau les bras, presque familièrement. Vous savez, il y a dans le Devisement du monde le fameux livre de voyage de Marco Polo. Il s'arrêta. Je suis un imbécile, vous êtes indien et moi je vous parle de Marco Polo. Ma mère m'a raconté ses voyages. Votre mère? Ma mère n'était pas indienne, elle était française. Ah, enfin un mystère qui s'éclaircit. Je me demandais d'où vous venez la connaissance de notre langue, et figurez-vous, mon cher Angèle, que je brûlais de vous poser la question. Vous êtes le premier Indien français que je rencontre. Et donc, elle vous a parlé de Marco Polo? Je répondis d'une traite. Oui, c'est un homme qui a marché vers le soleil levant presque toute sa vie. Et il est arrivé dans ce pays qui s'appelle la Chine, où sont de grands fleuves avec des milliers de pirogues. Et il y a des villes très grandes, et des animaux et des plantes incroyables, des perles et des pierreries, tant et tant que c'en est merveille. Poursuivez. Je n'en sais pas plus. Ma mère disait pour m'amuser que nous étions en Chine, que j'étais son prince, le fils du grand Kar. Il me considéra d'un œil amusé. Vous voyez-vous ça? Je suis en pleine discussion avec le fils du grand Khan. Je haussai les épaules gêné. Comment lui dire que grâce à toutes les histoires qu'elle inventait, j'avais réussi à survivre et à tenir, et qu'elle m'avait fait grandir? Mais il se rendit compte de mon malaise et enchaîna sur un ton presque paternel. Ne vous offensez pas. Quand nous aurons quitté cet endroit, il faudra que vous alliez un jour à Venise. Je vous y aiderai. C'est la plus belle ville du monde. Elle a donné de grands voyageurs, dont ce Marco Polo, qui en était originaire, tout comme moi. Vous le connaissez? Mon cher Angèle, cela fait belle lurette que Messé Marco Polo est mort et enterré. Un peu plus de 4 siècles, une bagatelle. Je n'étais pas encore né, aussi vieux que je puisse vous paraître, ce qui ne veut pas dire que je suis pressé de le rejoindre. Mais si je pouvais forger une œuvre à la hauteur de la sienne, il me semble que j'en éprouverais une assez grande fierté. Il a décrit brièvement dans son livre cette province au nord de la Chine, province gelée où il ne fait ni jour ni nuit et qu'il appelle la province d'obscurité. Un territoire sans début ni fin, une lumière rare diffuse, un hiver absolu qui n'est rien d'autre qu'une longue nuit de froid et de glace, un été tremblant sous les brumes. Voilà une région tout entière dédiée à la pénombre. Faire pour les esprits, les fantômes, je ne peux m'empêcher de penser que nous sommes parvenus, nous aussi, dans un endroit semblable. Oui, c'est une autre province d'obscurité, de l'autre côté du monde. En revenant sur ses pas, il s'arrêta près des pirogues pour les dessiner. Je fus à nouveau frappé de l'indifférence des plumes grises. Aucun ne vint regarder par-dessus son épaule. Je repris ma place à côté de Luck, l'esprit encombré de cette province d'obscurité. Le ciel d'un coup me parut lourd d'un gris plombé, charriant des menaces invisibles. La neige tomba en abondance les jours suivants. Avec elle s'abolissaient les limites du paysage. Fin du chapitre 8 d'Angèle l'Indien blanc de François Place. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Merci.